Est-ce que les gens ont toujours ce qu'ils méritent? Bon, commençons par un exemple simple. Imaginez quelqu'un, il décide de monter une start-up, une nouvelle entreprise, avec un concept innovant, il a une super idée, il monte sa société. Il travaille dur pendant 1 ou 2 ans et il finit par gagner de l'argent et finalement sa société explose et il devient un millionnaire. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui a travaillé et qui a obtenu le succès et on peut se dire que il a mérité son succès et que si les gens ils ont une bonne idée, qu'ils travaillent bien, et ben eux aussi ils monteront une start-up et ils deviendront riches. Et quelque part les gens ont ce qu'ils méritent. Le problème, c'est que si vous prenez 10 personnes qui ont été inspirées par ce qu'a fait cette personne, qui vont essayer de faire la même chose, qui vont travailler aussi dur, qui auront des idées aussi bonnes, eh ben, vous risquez d'en avoir qu'un seul parmi ces 10 qui va réussir. Statistiquement, 95% des gens qui montent une start-up finissent par vivre chez leur mère et leur boîte, elle se casse la gueule. En réalité, le succès, il n'est pas seulement lié au travail, il y a aussi une part très importante de chance, de relationnel, un peu de contacts sociaux, de cheat code, quoi, quelque part, on pourrait dire. Donc, bah, ceux qui réussissent, alors peut-être qu'ils ont mérité de réussir, mais tous ceux qui méritent de réussir ne réussiront pas. Ça, c'est la première chose. D'une autre façon, vous pouvez arriver dans certaines villes ou dans certains pays, constater que les gens sont miséreux, et vous dire mon Dieu, mais ces gens ne méritent pas ça, le monde est cruel, etc. Je vais tout faire pour les aider. Et au fur et à mesure que vous essayez d'aider ces gens à se développer, à faire des choses, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche dans leur société. Et cette chose qui cloche, c'est pas juste qu'ils sont pauvres, c'est plutôt qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas les bonnes attitudes. Souvent, les pays qui sont très pauvres, c'est des pays qui ne sont pas démocratiques, où il y a des guerres civiles permanentes, où il y a de la criminalité, où les élites volent la totalité de l'argent et investissent rien, où les gens préfèrent se soumettre plutôt qu'avoir des problèmes. Et c'est ça qui fait qu'ils sont pauvres. C'est pas juste, ce sont des victimes et c'est pas juste. C'est que ils sont dans la merde parce que quelque part ils font n'importe quoi. Ça existe aussi. Donc là, en première partie, je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui avait obtenu le succès et qui le méritait. Alors, de plein de gens qui méritaient le succès qui ne l'ont pas eu. Et à côté, je viens de vous donner un exemple de plein de gens qui ne méritent pas de se retrouver dans une situation qu'on pourrait penser qu'ils ne méritent pas de se retrouver dans une situation terrible, mais qui en fait le méritent. Donc vous voyez, en fait, le mérite, c'est quelque chose qui n'est pas exact. C'est-à-dire, on peut mériter quelque chose et ne pas l'avoir. On peut se dire que quelqu'un ne mérite pas quelque chose, mais en fait, il le mérite bel et bien. Notez qu'on peut trouver des contre-exemples aussi, ça change rien. Le fait est que le mérite, c'est pas une notion stable. Je peux pousser encore plus loin mon analyse. Imaginez, je suis boucher charcutier dans une ville où les gens aiment manger de la viande. Et je suis un très bon boucher et je produis les meilleures charcuteries de la région. Et à ce titre, on me donne un grand nombre de médailles, de récompenses et de trophées. Donc je suis quelqu'un de méritant, j'ai gagné le respect des gens et on m'admire, on me vénère pour ça. Maintenant imaginez que je déménage dans une ville où les gens sont végétariens, où les gens sont véganes. J'arrive avec tous mes trophées, je fais le malin, je présente mes délicieuses viandes, mes délicieuses charcuteries. Tout le monde va me rejeter. Tout le monde va dire que je suis un connard injuste, que j'ai développé des compétences qui ne servent à rien, et je vais me retrouver comme une personne considérée comme totalement inutile par mon entourage. En fait, le mérite, la notion de mérite, non seulement c'est pas quelque chose qui est distribué de façon juste, mais en plus, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire, on peut vous vénérer pour une chose à un endroit, et vous condamner pour cette même chose à un autre. On peut considérer que vous êtes un gagnant pour une raison à un endroit, et un perdant dans un autre endroit, pour cette même raison. Donc finalement, c'est une notion qui est relative, circonstancielle, distribuée de façon inexacte. Mais pas seulement. En plus, il y a un biais cognitif étudié en psychologie sociale. Vous avez remarqué que des fois, les clochards, par exemple, peuvent être jugés comme étant des glands, etc. Ça rappelle un peu ce que j'avais dit sur les pays en voie de développement. Eh bien, en fait, pour les gens, c'est très rassurant de se dire que le monde est juste, que s'ils travaillent bien, que s'ils font bien les choses, tout ira bien pour eux. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui est dans la merde, ça va les rassurer de se dire que ces gens méritent d'être dans la merde.
Et du coup, naturellement, si vous vous retrouvez dans la merde, les gens vont penser que vous êtes une mauvaise personne. Parce qu'ils en ont besoin, ça les rassure. Et tout le monde a ce biais cognitif qui fait que on va avoir tendance à juger les gens qui ont échoué. Alors, ça ne sera pas forcément un jugement frontal où on dira vous êtes mauvais, etc. Mais ça peut être un jugement inconscient où on va ressentir du mépris pour ces gens. Alors que dans certains cas, effectivement, ils ont fait de la merde. Mais dans d'autres cas, peuvent simplement avoir été victimes d'accidents de la vie ou de choses non prévues. Alors, la rationalisation et les prophéties sociales autoréalisatrices. Parlons un peu d'esclavage. Alors là, je vais vous présenter un cas un peu idéalisé pour vous expliquer un phénomène psychologique bien connu qui s'appelle la rationalisation. Imaginez, j'attaque un village, je tue tout le monde sauf quelques personnes qui se rendent et je les réduis en esclavage. Ces gens, ils vont se retrouver dans une situation où ils sont obligés d'obéir, sinon je vais les tuer. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Alors déjà, ils peuvent avoir de la haine, de la frustration, tout ce que vous voulez. De toute façon, ils risquent aussi d'être pas mal déprimés parce que voilà, j'ai détruit leur village, etc. Mais en fait, quand les gens sont soumis à la force, eh ben, cette situation est insupportable pour le cerveau. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à supporter cette injustice. Alors, ils vont être obligés de modifier leur façon de penser pour pouvoir supporter leur vie. Et donc, ils vont rationaliser. Ils vont pas se dire ce mec est un connard qui me menace 100% du temps avec une arme pour que je fasse quelque chose. Ils se diront ça les premiers jours, mais après quelques mois, quelques années, ils penseront différemment. Ils vont se dire peut-être que cette personne, c'est normal qu'elle fasse ça, c'est les règles du jeu, peut-être que je mérite ce qui m'arrive, peut-être que c'est dans l'ordre naturel des choses, peut-être que... Et il va rationaliser. Et c'est pareil aussi à l'échelle d'un gouvernement et des lois. Par exemple, l'État, il peut faire passer une loi, il peut dire, à partir de maintenant, la limitation de vitesse, c'est plus 90 km/h, c'est 80 km/h. Alors les gens vont gueuler, ouais, mais d'où ça sort, ça, on a toujours roulé à 90 km/h. N'empêche qu'au bout d'un moment, comme ils sont obligés de respecter la loi, par la contrainte de la police, eh ben, ils vont commencer à rationaliser. Oui, c'est le code de la route, il faut respecter le code de la route. Je fais pas ça parce que on m'oblige avec des armes, je fais ça parce que c'est bien pour... le système, c'est pour la sécurité, donc j'adhère, etc. Donc en fait, en situation où on est forcé par quelqu'un qui est une entité dominante, eh ben on change notre manière de penser, on l'adapte. Et ça crée un certain nombre de biais qui augmentent les injustices, notamment si les lois sont faites n'importe comment, ou s'il y a des gens qui utilisent les lois pour broyer d'autres gens, ou pour les dominer et obtenir des choses d'eux. Poussons les choses encore plus loin pour les idéalistes qui souffrent du fait de la façon dont leur gouvernement fonctionne et qui se demandent pourquoi les meilleures idéologies ne triomphent pas. Imaginez, vous êtes dans un pays où l'économie est florissante. Tout va bien, on construit plein de routes, on construit plein de ponts, les hôpitaux sont géniaux, etc. Donc là, tout le monde se dit, on a un très bon gouvernement. Le gouvernement est très bon, le système fonctionne. L'idéologie qui est appliquée en ce moment est la bonne idéologie, celle qui marche. Et un peu plus tard, imaginons que c'est la merde, que c'est la misère, que tout se casse la gueule, que les routes, plus personne ne les répare, que... Vous voyez. Et là, on va se dire, mais ce gouvernement, il est vraiment nul, il faut qu'on change le gouvernement, il faut qu'on fasse quelque chose. Et si je vous disais qu'en fait, c'était pas forcément de la faute du gouvernement. C'est-à-dire que, dans le cas où il y a la prospérité, le chef... il va se vanter, en fait, il va dire c'est grâce à moi, vous voyez, je suis un bon chef, le système est bon, etc. Continuez à suivre mon idéologie, celle qui marche. Alors qu'en fait, si c'était juste, ça n'avait rien à voir, c'était juste les mecs qui sont en dessous, et avant ils travaillaient bien, et après ils ont arrêté de bien travailler. Et ça, c'est tout à fait possible. La plupart du temps, le gouvernement, les idéologies, les chefs, même l'organisation, n'ont rien à voir avec le succès. C'est juste la valeur des hommes qui travaillent. S'il se trouve que pendant la période de prospérité, il y avait beaucoup d'hommes qui savaient bricoler, qu'ils ont trouvé des ressources pas chères, qu'il y avait une bonne dynamique, une bonne ambiance, et que du coup ça a marché. Alors ça peut être lié à la société, mais ça peut être lié à autre chose, la bonne ambiance. Il peut y avoir d'autres idéologies, ou des religions, ou même des contraintes climatiques, tout est possible.
et qu'après, bah, ces hommes, bah, ils ont, par exemple, ils n'ont pas formé leurs enfants pour prendre leur place au moment où ils allaient partir à la retraite ou mourir, et du coup, bah, on se retrouve avec que des hommes sans compétences, qui savent rien faire, et du coup, le système se casse la gueule, et là, on accuse le gouvernement, alors qu'en fait... Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est pas la qualité des décisions et de la société qui détermine la qualité de vie, les réussites, etc. Pas que. Il y a une influence, évidemment, un bon système c'est mieux qu'un mauvais système, mais le système peut être bon et les choses peuvent être catastrophiques, et le système peut être mauvais et les choses quand même bien se passer. Ça dépend d'autres facteurs, donc les choses ne sont pas évidentes. Pourquoi c'est important de vous expliquer que les choses ne sont pas évidentes de ce côté-là? C'est parce que même si c'est pas forcément lié, les gouvernements, les systèmes sociaux, les idéologies peuvent quand même avoir une influence et créer des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, ils vont se tromper, ils vont dire de la merde, ça n'a rien à voir avec eux, mais ça va quand même se passer comme ils l'avaient dit. Parce que c'est eux qui font, en disant que ça va se passer comme ça, c'est eux qui font que ça va se passer comme ça. Un truc tout con, ce sont les financements. Par exemple, je suis dans le gouvernement. J'ai de l'argent que je dois distribuer à des chercheurs pour réaliser des projets. Cet argent, il va être distribué en fonction des idéologies. C'est-à-dire si pour le moment, l'idéologie écologiste, elle est dominante, l'État va dire donner plus d'argent aux gens qui travaillent sur des thématiques qui sont en rapport avec l'écologie. Donc par exemple, on va donner de l'argent aux gens qui disent que les éoliennes c'est cool, que les panneaux solaires c'est bien, etc. Et on va dire au contraire aux gens qui sont dans le nucléaire, ah mais vous êtes des saloperies, on vous donnera pas d'argent. Eh bien, alors là, ça s'est pas passé. On sait tous que maintenant que c'est une connerie, hein, que ça produit pas assez d'énergie, que le nucléaire c'était un bon compromis. Mais si vous faites ça dans l'hypothèse où ça marche, là ce qui n'a pas été le cas, c'est un mauvais exemple, mais dans l'hypothèse où ça marche, comme c'est les gens qui ont reçu les panneaux solaires et les éoliennes qui ont reçu l'argent pour faire la recherche, et bien peut-être que ces technologies vont être promues, vont fonctionner, et à l'inverse que les centrales nucléaires vont arrêter de fonctionner parce qu'ils n'auront plus les moyens de faire de la recherche, qu'on ne saura plus traiter les déchets, etc. parce qu'on n'aura pas fait de recherche dans ce domaine. Et du coup, les gouverneurs, après, vont se féliciter de ce résultat qu'ils ont réalisé en disant bah vous voyez, on a investi dans les énergies renouvelables, ça a marché, le nucléaire on a bien fait de ne pas investir dedans parce que ça ne marche pas. Alors qu'en fait c'est eux-mêmes qui ont provoqué cette situation en mettant leur argent comme ça dessus sur la base d'une idéologie qui n'était pas forcément fondée sur la raison. Donc c'est des prophéties autoréalisatrices. Le gouvernement dans certains cas a toujours raison, même quand il a tort, parce que c'est lui qui décide du futur. On peut pousser le bouchon encore plus loin. C'est-à-dire que le gouvernement, aujourd'hui un gouvernement, c'est plus quelqu'un qui contrôle les finances, c'est surtout quelqu'un qui contrôle les médias, qui contrôle les mœurs. Donc, si vous faites la même chose mais avec la considération, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un d'un côté, il va bricoler un système avec des clés, etc., il va travailler dans son garage pour développer, je sais pas, un système, un nouveau système d'agriculture. Finalement, comme c'est pas trop la mode, personne va vraiment lui donner de la considération. On va dire, ça sert à rien ton truc, c'est bizarre, c'est vieillot, etc. Et à l'inverse, un autre mec, il va acheter 3 composants électroniques tout faits, il va les assembler, il va faire un petit modèle à la con, un truc bien à la mode. On va dire, vous voyez, ça c'est la recherche, ça c'est génial. Parfait. Bon. Et même si c'est pas juste qu'il y en a un qui a plus bossé que l'autre, qui a peut-être développé quelque chose qui sera plus utile, comme ce qu'il a développé est moins glamour et moins considéré par le gouvernement, par la dynamique sociale en place, il va y avoir peu de gens qui vont être encouragés à faire comme lui, et à l'inverse, celui qui a fait quelque chose de facile mais à la mode, il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie de faire comme lui. Et c'est la même influence, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que la vie n'est pas juste. Si vous faites quelque chose de super génial, vous allez peut-être recevoir aucune considération, et à l'inverse, si vous faites quelque chose de mauvais, vous allez avoir de la considération, parce que ça ne dépend pas de la valeur réelle de ce que vous avez développé, ni stratégique, ni en termes de travail, de coût personnel investi, mais ça dépend seulement du point de vue des gens qui contrôlent un peu les mœurs, les croyances qui sont dans les gens, et c'est ça qui va déterminer seulement la considération qu'on va vous donner, ce qui engendre des prophéties autoréalisatrices, encore une fois. Si vous répétez à un groupe A, par exemple, que ce sont des minables et qui seront toute leur vie des minables, et un groupe B qui sont géniaux,
et ben, paradoxalement, ceux du groupe A risquent effectivement de devenir des minables, et ceux du groupe B vont être géniaux, parce d'un côté, il y en a qui sont pas du tout encouragés à travailler, et de l'autre côté, il y en a qui sont encouragés à travailler. Donc, même si c'est stupide, la prophétie se réalise comme elle a été présentée par l'entité dominante. Alors, je vais relancer le débat classique de la différence entre la théorie et la pratique, mais c'est quelque chose qui est vraiment clé dans ce cas-là. C'est-à-dire que, imaginons, je vous apprends la géométrie, je vous explique que pour couper une planche, il faut une scie, qu'avec 2 points, on trace une droite, et je vous donne un crayon, une règle, une planche et une scie. Est-ce que vous allez réussir à me faire un meuble du premier coup? Je crois pas. Peut-être vous avez l'impression que vous allez réussir à faire un meuble du premier coup, mais moi je vous garantis que vous n'allez pas réussir à faire un meuble du premier coup. C'est du vécu. Le fait d'apprendre quelque chose en théorie ne permet pas de réussir cette chose en pratique. Et c'est une grosse erreur qu'on a tendance à faire en même temps, c'est de croire que tout se limite à ce qu'on fait sur son ordinateur, aux formules mathématiques, aux IA, à la conception, au design, et que derrière tout doit marcher. Même dans le cadre de l'impression 3D, ça fonctionne pas, c'est-à-dire moi je peux dessiner un truc en 3D avec Blender, faire mon G-code, le mettre dans mon imprimante 3D, quand je vais l'imprimer, ça va faire n'importe quoi, ça va se décoller, ça va s'avachir, ça va fondre, etc. Parce que même avec une imprimante 3D, il y a des contraintes à savoir. Il faut pas avoir un angle qui part trop comme ça, mais plutôt des angles qui vont enfin, il vaut mieux avoir un truc comme ça qu'un truc comme ça, quoi, grosso modo. Il faut avoir une surface qui est suffisamment importante pour que ça reste collé, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. La vérité, c'est que la théorie, c'est une simplification de la réalité. Donc c'est un bon guide, hein, pareil, vous prenez une carte routière pour vous rendre d'un point A à un point B, ça va vous aider à trouver votre chemin, parce que les lignes, elles sont reliées, vous arrivez à vous repérer avec les panneaux, mais vous êtes d'accord que la ligne ne représente pas la route. S'il y a un trou sur la route, vous n'allez pas l'avoir sur votre carte routière. La théorie, c'est la même chose. C'est pour ça que normalement, en cours, on fait aussi des exercices sur papier, et on fait aussi des exercices pratiques. Mais la vérité, c'est que on n'arrive jamais à vraiment donner la totalité des compétences qu'il faut pour qu'une personne sache faire un métier. Ou alors il faudrait que ça dure beaucoup plus longtemps. Pire encore, sur les études les plus prestigieuses, la majorité des gens qui viennent ne s'intéressent pas réellement à la technique. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un haut statut social, un haut salaire ou juste faire plaisir à leurs parents. Du coup, ils passent des années assis sur leur chaise à apprendre par cœur des trucs sans même essayer de les comprendre, sans même s'y intéresser un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont leur diplôme? La première chose qu'ils font, c'est brûler la totalité de leurs cours. Donc, quand on n'est pas intéressé à quelque chose, on a du mal à le mémoriser, on ne le garde pas dans sa tête. On ne pense pas à toutes les implications que ça va avoir sur notre vie, sur la pratique, sur toutes ces choses. Et donc, ça ne marche pas. On passe juste un certain nombre d'épreuves et derrière, on n'est pas formé. Le résultat de tout ça, et la plupart d'entre vous qui ont fait des hautes études, vous serez de mon avis, je pense, c'est que au moment du diplôme, au moment où nous recevons notre diplôme, 90% des gens qui reçoivent ce diplôme ne le méritent tout simplement pas, sont des gros glands, et c'est une catastrophe qu'ils sortent diplômés. Ça, c'est un fait, et on le sait tous, Donc ça, c'est une conséquence. Et alors j'ai envie d'insister aussi sur la gravité de cette tendance au fur et à mesure qu'on va vers des professions de plus en plus intellectuelles. Par exemple, si votre métier c'est d'être déménageur, donc porter des cartons, si vous êtes une équipe de 3 et qu'il y a un parmi vous qui n'est pas capable de porter les cartons, ça va très rapidement se voir. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah merde, celui-là c'est un gland. Alors peut-être il y en aura toujours un ou deux qui arriveront à se planquer, à faire semblant de bosser pendant que les autres transportent tous les cartons, mais quand même, dans des métiers pratiques, on voit assez vite qui est bon et qui est mauvais, quoi. Par contre, plus vous allez vers des professions intellectuelles, donc plus vous allez vers des professions qui s'éloignent de la pratique, du monde réel, plus ça devient difficile de détecter les glands. C'est-à-dire que pour les cartons, là, vous voyez bien qui arrive à porter le carton et qui n'y arrive pas. Par contre, pour un chercheur, c'est difficile de distinguer le mec qui a juste répété ce qu'il avait lu sur Wikipédia du mec qui est capable de voir plus loin et qui arrive à deviner des nouvelles choses. C'est difficile de distinguer le mec qui arrive à deviner des nouvelles choses, qui est un génie, du mec qui est juste schizophrène et qui vit dans son délire. C'est beaucoup plus dur. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a une accumulation de glands au fur et à mesure qu'on va vers les professions intellectuelles. C'est-à-dire si sur un maçon qui doit monter un mur,
vous allez avoir peut-être un mec sur trois qui n'est pas compétent. Et ben sur un mec qui doit sur un ingénieur, vous allez avoir peut-être 2 mecs sur 3 qui sont pas compétents, et puis sur un chercheur, vous allez avoir 9 mecs sur 10 qui sont pas compétents, par exemple. Et les politiciens, et j'en parle, enfin. Donc, le fait est, la méritocratie, la société méritocratique juste, on n'y est pas encore. Même les études, les diplômes ne reflètent pas exactement l'intelligence, ou surtout ne reflètent pas les capacités pour toutes les raisons que je vous ai énoncées. D'où votre sentiment, le sentiment d'injustice qu'on peut avoir à se retrouver souvent avec un supérieur hiérarchique qui est beaucoup moins compétent. Et voilà, là on arrive sur un sujet bancal, controverse. Il faut comprendre que même si, bon, officiellement c'est pas le cas, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins et pas la même façon d'approcher la vie. Les femmes doivent être intégrées dans la société, dans le groupe, pour survivre. Les hommes sont un petit peu plus indépendants, un peu plus sur la loyauté, etc. Donc ça peut mener à des incompréhensions, à des choses. Si vous voulez, souvent dans les sociétés, les femmes sont utilisées pour tenir les hommes, tout simplement. Parce que bah, vous sortez dehors, la police peut vous obliger à faire les choses comme l'entité dominante le désire, mais chez vous, l'idéal c'est d'avoir aliéné votre femme de façon à ce qu'elle, elle vous oblige à être telle que l'entité dominante le désire chez vous. Par exemple, dans un pays ultra patriotique en guerre, les femmes, alors ça sera pas toutes les femmes, mais quand même la tendance globale ça sera ça, c'est-à-dire elles seront patriotiques comme les hommes, quoi. Elles seront pour la guerre, pour la défense du pays, que c'est normal d'aller se sacrifier pour son pays, etc. Et si par exemple un homme il veut pas aller se battre à la guerre, ou qu'il veut se sauver, eh ben il sera jugé par sa femme. Donc il sera obligé aussi bien de l'intérieur de sa famille que de l'extérieur à se conforter, à se conformer à la norme. Et du coup, bah, pour revenir à quelque chose qui est plus proche de notre situation actuelle, si les valeurs de la société, c'est l'argent, eh ben forcément, un homme qui est pauvre, il sera jugé par sa femme comme étant inférieur, comme étant un déchet, etc. Et donc, il sera victime de pression à l'intérieur de son couple, comme à l'extérieur, pour essayer de gagner de l'argent, de se soumettre aux lois de l'argent. D'où un certain nombre d'injustices où des hommes qui ont toujours été fidèles, loyaux à leurs femmes, qui les aimaient, peuvent se retrouver maltraités, jetés, simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'en fait, c'est l'aliénation de la femme par la société, pour des contraintes de survie, qui fait qu'il n'y a pas de justice de ce côté-là. C'est encore une fois une question de conformation à l'entité, à l'idéologie dominante qui crée ces injustices. Une fois encore, on va détruire le mythe un peu de la méritocratie, c'est-à-dire ceux qui bossent bien deviennent riches et ceux qui bossent pas bien deviennent pauvres. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une quantité d'argent limitée, une quantité de biens limitée, et au-delà de le plus fort prendre la plus grosse part, il y a surtout des mécanismes, des systèmes qui vont se mettre en place en fait quand l'argent va se déplacer. Pour vous donner un exemple simple, imaginez vous êtes locataire, vous louez votre appartement, vous devez travailler pour payer votre loyer, ça c'est votre situation. Elle n'est pas évidente, surtout que souvent votre salaire il est bouffé en grande partie par votre loyer. Donc vous pouvez vous dire, le propriétaire, quel vénard et tout. Et puis le propriétaire, en fait, c'est une personne âgée qui ne touche qu'une toute petite retraite et qui du coup a acheté des appartements pour les louer, pour vivre un peu mieux et pouvoir de temps en temps manger de la viande. Donc lui, il faut qu'il vous prenne votre argent en louant l'appartement. Donc il est aussi en situation précaire. Il est en situation précaire parce que tout le temps, le gouvernement lui demande de l'argent pour les impôts ou alors d'autres sociétés pour l'électricité, le gaz, etc. Et lui baisse sa retraite tous les ans.
Donc du coup, lui de son côté, il monte le loyer tous les ans pour compenser. Mais le gouvernement lui-même, en fait, eh ben, il se trouve qu'il a pris des crédits très importants parce qu'il voulait être réélu en promettant des choses impossibles aux gens. Et donc, en fait, s'il n'arrive pas à donner l'argent aux banquiers, eh ben, pareil, il est dans la merde. Donc, il faut qu'il ponctionne ces personnes âgées en leur descendant leur retraite et en montant les prix de tout ce qui peut monter. Et en fait, ces banquiers, eh ben, ils doivent maintenir un certain équilibre monétaire, sinon la monnaie va disparaître, et il y a d'autres pays qui ont des banques plus puissantes qui risqueraient bien de les avaler. Et en fait, ces pays plus puissants sont des gens, dans leur histoire, tout le monde voulait les tuer, et du coup, ils ont développé un système financier et militaire suffisamment puissant pour être sûr de créer une armée pour qu'on puisse pas venir les tuer, etc., etc., etc. En fait, tout le monde est plus ou moins en situation précaire. Alors il y a bien des gens qui ont des vies plus faciles que d'autres, hein, on va pas se mentir, mais en réalité, tout le monde a des intérêts, un genre de précarité, et chacun défend ses intérêts. Et on n'est pas du tout sur une échelle verticale où les gens essaient de monter en fonction de leur travail, leur truc, mais plutôt dans un système qui est déjà en place, avec des échanges d'argent et des contraintes de chacun, où tout le monde essaye un peu de garder sa position, ou d'obtenir la position de l'autre en tirant un peu la couverture de son côté, l'autre dans l'autre côté, etc. D'où l'absence totale de justice et de méritocratie. Alors on a bien des systèmes avec les études, les diplômes, les grilles, les conventions pour essayer de créer un peu de la méritocratie parce que c'est un outil utile pour évoluer, ça encourage les gens à travailler, mais dans l'état naturel des choses, non, c'est des systèmes pyramidales, c'est des systèmes de dynamique, de répartition de la précarité, etc., avec des contraintes, et tout le temps on se bat, ça fluctue, etc. Faisons simple. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez passé un entretien d'embauche et où vous avez dû dire au mec qui vous passait l'entretien d'embauche à quel point vous étiez motivé pour lui cirer les pompes ou pour faire un travail à la con qui vous intéressait pas du tout et qui d'ailleurs n'intéressait personne. Alors ça arrive pas à tout le monde ce genre de choses, mais quand même de plus en plus. En fait, vous êtes là, vous dites à quel point vous êtes motivé et intéressé pour faire quelque chose, alors qu'en réalité, c'est pas un vrai choix. En fait, vous êtes obligé de faire ces choses, de dire que vous voulez les faire. Vous y êtes obligé parce qu'il vous faut de l'argent, parce que le chômage est élevé et que vous avez besoin de ce boulot. Donc, vous êtes là, vous dites bien sûr, vous dites que vous avez envie, vous dites que, mais en réalité, vous êtes victime d'un rapport de force où vous vous obligez à croire vous-même, ou alors on vous pousse à prétendre vous-même que vous êtes libre et que vous faites ce que vous voulez, alors qu'en réalité, c'est un rapport de domination systémique. Forcément, dans ces conditions, vous pouvez croire qu'il y a une relation de confiance, de loyauté entre vous et l'entreprise qui vous engage, ou entre vous et votre chef qui vous aimera pour votre dévotion, alors qu'en fait, comme c'est un rapport de force, un rapport de domination maquillé, invisible, il n'y a rien de tout ça. Le jour où votre entreprise n'a plus besoin de vous, elle se débarrassera de vous. Et c'est considéré comme normal, ce serait considéré comme une mauvaise pratique de payer des gens à rien faire, comme quelque chose de pas juste vis-à-vis des autres. Votre chef n'a pas à vous témoigner de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Il vous domine. Et encore une fois, gardez dans l'idée que lui-même, dans cette histoire de pyramide et d'équilibre des précarités, il est lui-même dominé par un chef, chacun a ses contraintes, etc. Et donc tout ça, c'est des jeux avec des rapports de force, encore une fois, et d'intérêt. D'où l'absence de justice. Pourtant, pourtant, au milieu de tout ça, eh ben, l'homme a un besoin de transcendance. On a besoin, on a une espèce de conscience instinctive que on est un peu plus que juste chacun des égoïstes, tous de notre côté, qui essayons chacun de réussir nos intérêts et gérer notre précarité, et que le tout forme quelque chose d'autoconstruit. On a ce besoin de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui est supérieur à tous, qui est transcendant. Et ça se matérialise par la religion, la philosophie, les idéologies politiques, la patrie, toutes ces choses-là. On a cette conscience instinctive que
l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'espèce ou quelques grandes causes nous dépassent et que c'est là que se trouve notre vrai salut et ce qui fait de nous des êtres illuminés en quelque sorte et on est attiré par ça. Forcément, la conception de ces entités transcendantes qu'on est prêt à suivre aveuglément et pour lesquelles on est prêt à se sacrifier, étant le fruit de nos imaginations ou des constructions mentales plus ou moins élaborées de façon méthodique, ou d'un conditionnement mental par les médias ou la culture, euh, ne sont pas des reflets exacts de ce qu'il faut faire, ni de la réalité, ni de la nature, ni de quoi que ce soit. Et du coup, bah, il va toujours y avoir un décalage entre les choses en lesquelles on croit et la réalité. Et on peut faire face à ce décalage de plusieurs façons, soit par l'aveuglement, en se disant que non, non, nos valeurs, nos principes sont toujours suivis par la nature. Souvent les religieux y vont jusque-là. Soit si on est plutôt tourné vers les valeurs morales, la philosophie, les idéologies, on peut être affreusement frustré et avoir un grand sentiment d'injustice parce que bah, on constate que nos croyances sont bafouées par la réalité, que le monde ne fonctionne pas du tout comme on pense qu'il devrait fonctionner. Et de fait, il n'y a absolument, définitivement, aucune raison pour que le monde fonctionne de la façon qu'on pense qu'il devrait fonctionner. Nous appartenons au monde, le monde ne nous appartient pas. Et ça nous renvoie à l'éducation. En fait, l'étude psychiatrique ou psychologique, pédopsychiatrique ou pédopsychologique nous enseigne, donc dans la psychologie de développement, que les enfants, pendant différentes phases de leur vie, donc de 0 à 3 ans, de 3 ans à 7 ans, etc., vont avoir des modifications, une construction de leur cerveau, des choses qui vont se mettre en place qui, par la suite, en grandissant, ne changeront plus. Donc les valeurs familiales, après il y a les valeurs sociales, c'est toutes des choses qui peuvent s'inscrire à l'intérieur de nous dans notre enfance et qui ne changeront jamais par la suite, qui ne peuvent plus être remises en question. Et ça c'est un gros problème parce que le monde change, mais nos valeurs ne changent pas. Alors elles peuvent changer, il y a un petit peu de plasticité, mais c'est très peu évident et sur certaines valeurs ça ne changera même jamais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est une grosse source de frustration parce que des valeurs qu'on nous transmet, qu'on nous enseigne, soit dans le cercle familial, soit à l'école même, comme dans notre cas en France, la liberté, les droits de l'homme, l'égalité. Quand on arrive dans un monde qui a changé, dans lequel ces valeurs n'existent plus, on a un puissant sentiment d'injustice, un désir de tout casser, et alors que les choses sont comme ça. Alors je dis pas qu'il faut pas réagir, on peut essayer de faire tendre, d'influencer le monde pour aller vers ses valeurs, mais il faut bien avoir conscience que en fait notre frustration, notre sentiment d'injustice n'est pas le fruit d'une injustice absolue, mais simplement de l'inadéquation de nos valeurs passées à la réalité présente. Et il faut savoir composer avec ça, dans la mesure du possible, si c'est possible évidemment, mais ça c'est encore une grande cause de sentiment d'injustice. Maintenant que j'ai bien rendu relative la notion de transcendance et de valeur enseignée, j'ai envie de vous parler un peu du bien et du mal. Donc là, ça va être un peu plus culturel. Si on regarde toutes les règles du bien, donc là, on va vraiment sur de la moralité de base, hein, celle qui est la plus universelle possible, même si celle que moi je pense être universelle n'est certainement pas la plus universelle, parce que je ne peux pas distinguer ce qui est universel de ce qui est spécifique à ma culture. J'ai le sentiment en fait que toutes les règles qui sont entre guillemets celles du bien, ce sont les règles qui permettent la construction de groupes dans lesquels les gens ne sont pas nocifs les uns pour les autres et dans lesquels ils se soutiennent les uns les autres. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de construire un groupe soudé qui fonctionne avec des mécanismes vertueux. Et à l'inverse, tout ce qui relève du mal, c'est ce qui nous permet, en tant qu'individu, d'obtenir des choses au détriment des autres. Est-ce qu'il faut être absolument bien, bon, tout le temps?
La réponse, clairement, sans prendre de risque, c'est non, évidemment. C'est-à-dire que si vous mettez trois personnes, ils peuvent pas se blairer, ils se détestent les uns les autres, il n'y a qu'un seul gâteau, il n'y en a qu'un seul qui pourra manger ce gâteau, c'est pas le moment d'être gentil, il faut être méchant. À l'inverse, si vous êtes avec deux autres personnes, il faut déplacer un tronc d'arbre, il faut au moins trois hommes pour déplacer ce tronc d'arbre, là, il faut être gentil, c'est mieux. Sinon, on déplacera jamais le tronc d'arbre. Donc en fait, le bien et le mal, c'est pas des choses qu'on donne et qui donnent accès à des récompenses parce que on a été bon, etc. Le bien et le mal, ce sont des méthodes pour obtenir différents résultats. Vous êtes bon quand vous voulez fédérer, vous êtes méchant quand vous voulez obtenir des choses au détriment des autres. C'est l'éducation qui nous donne en fait ce sentiment que si on est bon, on sera récompensé, si on est méchant, on sera puni. Et donc si on est bon, eh ben, on réussira sa vie, et si on est méchant, on la ratera. En fait, pas du tout. Ça dépend de la dynamique, des objectifs, des circonstances, etc. Et boum, on prend le sujet frontalement. La justice n'existe pas. Alors, encore un exemple pour illustrer, parce que c'est vraiment les exemples qui aident le mieux à comprendre. Imaginez, vous avez dans un souterrain 10 personnes qui sont enfermées. Un homme, et puis 9 femmes et enfants. Donc, pour encore plus accentuer le truc. Il y aurait un moyen de sortir du souterrain si une personne choisit de trahir tous les autres, c'est-à-dire tous les autres vont mourir, mais pas lui. Imaginons le mec, il est sans scrupules, il fait en sorte que toutes les femmes et les enfants ils meurent et il sort du souterrain. Il sort dehors, personne ne retrouve jamais ce souterrain, il a une vie normale, il épouse une jolie femme, il fait des enfants et il vit heureux jusqu'à la fin de sa vie et il meurt de vieillesse. Je pense que c'est un scénario crédible. Vraiment. Et je pense que ce genre de choses arrive tout le temps. Et en fait, ça nous renvoie à l'idée que la justice n'existe pas. En fait, le connard, quelles que soient les abominations qu'il a pu commettre, bon, à moins qu'il se fasse gauler par la police ou quoi, hein, évidemment, mais dans l'état naturel des choses, quelles que soient les abominations qu'il a pu commettre, s'il s'en sort, il s'en sort. Et c'est tout. Il n'y a pas de justice. La personne qui au contraire va refuser de s'abaisser au mal, quitte à mourir, va mourir. Et c'est tout. Après éventuellement il peut devenir un martyr, fédérer d'autres gens, etc. Mais il n'y a pas de justice. Le monde est froid et survivent ceux qui survivent et meurent ceux qui meurent. À part la justice artificielle que nous avons créée pour pouvoir vivre ensemble, il n'y a pas de vraie justice. Au mieux, il y a un genre de karma, quoi. Évidemment, si vous cassez les couilles de tout le monde et que vous vous comportez toujours comme un connard, bah vous aurez plus d'amis, et le moment où vous aurez besoin quand vous êtes, personne ne vous aidera. Mais sinon, au-delà de ça, c'est tout. Et voilà encore un sujet très épineux, le darwinisme. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec des malformations, des gens qui naissent avec des handicaps, etc. On pourrait se dire, c'est parfaitement injuste, c'est pas normal. Je veux dire, ces gens, ils ont rien fait. Pourquoi? La première erreur, c'est de considérer qu'il y a des inégalités absolues dans la nature entre les hommes que l'on peut facilement déterminer. C'est-à-dire, on pourrait créer un critère pour comparer les hommes, dire plus un homme il est grand, et plus il est supérieur, et du coup on classerait comme ça. En réalité, la problématique de savoir qui a le meilleur corps, qui a les meilleurs gènes, à quel point il a été avantagé par la nature de façon injuste par rapport aux autres, ou inversement désavantagé, c'est très compliqué. Tellement compliqué que la nature elle-même a choisi de ne pas jouer à ce jeu-là. Les seules comparaisons que nous faisons pour déterminer de la supériorité
physiques d'un individu par rapport à un autre sont des comparaisons que nous allons faire en fonction de notre culture. Et comme je l'ai déjà dit, notre culture est très subjective, inexacte, biaisée. Il peut y avoir un peu de vrai dedans, évidemment, mais c'est très loin d'être parfait. C'est très difficile de comparer la qualité de deux animaux pour survivre dans un environnement. Un petit exemple simple, parce que j'utilise des concepts qui sont compliqués. Prenez un grand mec et un petit mec. S'ils doivent se maraver la gueule, peut-être que le grand mec va gagner. Il a peut-être plus de puissance, plus de force. Donc on pourrait dire que le grand mec est supérieur au petit mec. Maintenant, s'il y a une famine, le grand mec va mourir avant le petit mec, qui a besoin de moins de ressources. Alors, est-ce que le petit mec, du coup, est supérieur au grand mec? Il y a plein de choses auxquelles on pense pas, qui font que les gens, ils ont le corps qu'ils ont pour des raisons exactes. Ils sont adaptés à leur biotope, à leur environnement. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est parce qu'il y a une sélection sur leurs ancêtres et que ça a tendu pour qu'ils soient comme ça. Donc, quelque part, nous sommes tous le fruit de cette évolution et donc on est tous des succès de la nature. Et donc, c'est très difficile de juger qui est supérieur à qui parce que c'est se mettre au-dessus de la nature en décidant, nous, qu'on sait comment doit évoluer notre espèce, ce qui est très loin d'être le cas. On n'a pas du tout le niveau qu'il faut pour ça. Vous allez me dire, mais quand même, les handicapés mentaux, les gens qui naissent sans jambes ou sans bras, tu vas pas me dire que c'est le fruit de l'évolution et que voilà, il y a quand même eu des accidents, des injustices. Bon, alors, les accidents, les injustices, évidemment, ça existe, mais sur la génétique, sur les mutations, il faut être extrêmement prudent avec ça. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que quand vous naissez, même si vous êtes difforme ou quoi, nous sommes au final tous des expériences de la nature. C'est-à-dire que la façon dont nous avons évolué pour devenir tels que nous sommes aujourd'hui, nous sommes très différents de comme nous étions avant, quand on ressemblait plus à des singes en fait. Et la succession de personnes qui ont évolué, qui ont muté pour tendre vers nous, étaient tous difformes par rapport aux spécimens précédents. Et même sans devenir un nouveau spécimen qui les remplacerait tous, il aura une influence sur les spécimens suivants, etc. Donc en fait, quelqu'un qui a muté et qui a une difformité, c'est une nouvelle expérience de la nature pour essayer de faire tendre l'homme vers la perfection en termes d'adaptation à son environnement. Nous sommes tous des expériences de la nature et la seule entité qui est capable de juger de la supériorité d'un modèle par rapport à un autre, c'est la nature, c'est l'évolution. Et la culture, même la réflexion, même la science, n'est pas assez aboutie pour se substituer à la nature. Et le fait que la nature fonctionne comme ça, et si bien fonctionné, et ce depuis des milliards d'années, et même bien avant notre existence, est quand même un signe de la supériorité du modèle naturel qui se base sur aucune stigmatisation, aucun raccourci, aucun critère autre que celui de la capacité à survivre et à se multiplier. Enfin, par exemple, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, vous pourriez vous dire que du coup, vous êtes un échec de la nature. Pourtant, vous avez de l'intelligence, de la force, des capacités, etc. Et même là, encore une fois, c'est une mauvaise interprétation du darwinisme, c'est quelque chose de culturel. Ce n'est pas vous seul en tant qu'individu qui êtes jugé un par un en fonction de vos qualités physiques et de votre capacité à vous multiplier, c'est un traitement d'ensemble. C'est-à-dire que la nature, elle va faire 10 spécimens A, 10 spécimens B, 10 spécimens C. Il va y avoir 7 personnes du spécimen A qui vont se multiplier, 5 du spécimen B, 2 du spécimen C, et donc du coup dans la génération après il y aura plus de A que de B que de C, etc. Vous voyez, c'est une sélection groupale, de groupe. C'est pas quelque chose qui se fait à l'échelle de l'individu, de toute façon. Donc vous ne pouvez pas juger de votre valeur en fonction de votre capacité à vous reproduire non plus. Ce n'est pas si simple du tout. Et sachant que je parle de groupe A, B et C, vous n'appartenez pas à un seul groupe.
vous appartenez à plein de groupes différents. Le groupe des grands, le groupe des petits, le groupe des oreilles pointues, le groupe des oreilles rondes, le groupe des grands doigts et le groupe des petits doigts, vous appartenez à plein de groupes différents. Et c'est à l'échelle de ces groupes que les sélections vont se faire petit à petit. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, mais que vous faites partie du groupe A et que vous êtes le mec du groupe A qui n'a pas eu d'enfant. C'est une sélection à l'échelle d'un groupe. Donc ça sert à rien d'essayer de faire de l'eugénisme, des choses comme ça, parce que ça n'a aucun sens. Et même sur des maladies, génétiques, alors pas les maladies mortelles quand même, hein, mais la plupart des maladies génétiques, ou des choses qu'on pourrait considérer comme des maladies génétiques, peuvent être un génome précurseur à une nouvelle évolution. Par exemple, chez certains insectes, on a des antennes qui peuvent se transformer en pattes, et puis ces pattes se transforment en poils, et puis ces poils deviennent des détecteurs, etc. En évolution, en biologie, tout, même les trucs les plus bizarres, peuvent se transformer en trucs extraordinaires en quelques générations. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, il n'y a aucun a priori, tout est possible. Alors, ne jugez pas de votre physique. Prenez conscience de votre physique, évidemment, adaptez-vous psychologiquement à vos contraintes, les choses que vous faites facilement, les choses que vous faites difficilement, mais ne vous considérez pas ou ne considérez pas votre existence comme une injustice, parce que vous êtes des expériences de la nature et personne n'a les moyens cognitifs de juger de votre supériorité ou de votre infériorité. Et nous voilà sur la pente glissante. C'est bien que je vous présente cette partie juste après la partie précédente qui vous expliquait à quel point on avait une mauvaise compréhension de l'évolution, à quel point il ne fallait pas faire de théorie parce que de toute façon on n'était pas assez intelligent pour se substituer à la nature, qui avait choisi une méthode de sélection sans a priori. Mais bon, je vais quand même faire ça, et ce sera à vous de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire. Et voilà, donc retenez bien que ce n'est... Voilà, par rapport à l'évolution, c'est pas si simple. Imaginez, au milieu d'une population humaine travailleuse et collaboratrice, où les gens ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils font plein de choses ensemble, et vous avez un homme ou certains types d'hommes qui apparaissent, qui développent des qualités, des capacités pour exploiter en fait les autres. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui touche le RSA et qui branle rien dans un HLM, ça peut être aussi un dirigeant qui sert à rien et qui ponctionne, tout est possible, une notion absolue. Cette personne, on est d'accord, étant donné du fait qu'elle n'a pas besoin de travailler, qu'elle a trouvé des mécanismes en parasitant les autres, elle va disposer de plus de ressources plus facilement, et donc elle aura une meilleure capacité à se multiplier. Donc elle va se multiplier plus vite. C'est un peu l'idée, les parasites, ils ont du pognon, ils ont du temps, ils font plein de gosses, etc. Et puis ceux qui bossent, ils n'ont pas le temps de faire des gosses, et puis voilà. Et donc du coup, on pourrait se dire, cette catégorie de parasites, ils sont avantagés par rapport aux autres, et donc les autres vont disparaître, etc. Ça prouve leur supériorité, mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que c'est ceux qui travaillent le moins qui obtiennent le plus de choses, etc. La première chose, c'est que le fait de travailler beaucoup, c'est pas forcément une qualité aux yeux de la nature. La nature est sans a priori, donc si vous arrivez à vous multiplier plus vite et à vivre en fournissant moins d'efforts, en ayant besoin de moins d'énergie, vous êtes avantagé. Et la deuxième chose, c'est que si vous imaginez effectivement deux catégories de personnes, les parasites et les travailleurs, et que les parasites gagnent et exterminent les travailleurs et qu'il n'y a plus des parasites sur Terre, vous vous rendez compte que les parasites vont tous mourir à la fin quand il n'y aura plus de travailleurs. Donc quelque part, c'est un cul-de-sac dans l'évolution. Là, j'ai bien distingué les deux catégories de personnes pour expliquer clairement mon point de vue, ce phénomène qui, comme il peut exister, sera forcément tenté par la nature. Tout ce qui est possible de plus tordu d'imaginer, et bien plus encore que ce qu'on est capable d'imaginer, sera expérimenté par la nature. Mais en réalité, il n'y a pas deux catégories de personnes, les travailleurs et les parasites, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, la sélection naturelle se fait sur des groupes, et donc on est tous un peu des parasites et un peu des travailleurs. C'est plus ou moins mélangé, et ça se recadre. Après, effectivement,
Vous allez avoir des gens qui auront plutôt une position de parasite et des gens qui auront plutôt une position de travailleur, mais c'est pas tant lié à la génétique que c'est lié aussi aux circonstances politiques, ce que je vous expliquais dans les parties précédentes sur les systèmes qui s'auto-construisent avec des dynamiques, etc. Donc voilà, il n'y a pas deux catégories. Mais du coup, on a cette espèce de possibilité qui peut nous faire perdre du temps et qui fait qu'on a dû, pour survivre, développer un certain nombre de mécanismes qui s'avèrent essentiels justement pour gérer ce conflit entre parasites que nous sommes, puisqu'on est tous un peu des parasites. Comme j'ai expliqué, c'est une question de groupe et l'ADN est brassé tout le temps entre les catégories de personnes. Et, euh, et du coup, ces compétences qu'on a développées s'avèrent délétères pour le travail. Donc je vous présenterai ces compétences délétères et ces choses qu'on peut identifier. Et en même temps, vous vous dites peut-être, il a beau faire le mec qui se la joue, relativisation, humilité, etc. S'il y a des parasites et des gens qui bossent, il faut exterminer les parasites. C'est clair, c'est évident. Bon, c'est une pente glissante sur laquelle beaucoup de sociétés se sont aventurées, avec des conséquences parfois dramatiques, et toujours de façon absurde, gauche. Par exemple, si on dit les parasites, c'est ceux qui sont de cette couleur, ou les parasites, c'est ceux qui ont de cette religion, bon, vous voyez que c'est pas pertinent. Un parasite, c'est un parasite. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est mélangé, est-ce que monsieur machin, qui a une fonction de cadre, qui branle rien toute la journée et qui touche un bon salaire, est-ce que c'est moins un parasite que, je sais pas, un migrant qui travaille dans un garage pour gagner sa vie en réparant des bagnoles? C'est pas si évident que ça. Je vais vous donner une raison qui fait que la nature peut aussi privilégier le parasitisme dans l'intérêt de ceux qui travaillent, des forts. La seule raison que je peux vous donner, c'est donc vous voyez, c'est de vous dire à quel point il peut toujours y avoir des choses cachées. Il faut jamais essayer de se substituer à la nature en se disant que c'est pas juste, etc. Imaginez, on a une société qui se développe tellement bien que la vie devient tellement facile qu'on n'a plus besoin des gens qui travaillent. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que si sur cette société où on n'a plus besoin des gens qui travaillent, les gens qui travaillent vont disparaître, forcément, puisqu'on n'en a plus besoin. Et après, un jour, cette société elle risque de s'écrouler et du coup, on n'aura plus personne qui sait travailler. Et donc, c'est la fin de l'espèce humaine. Extermination, d'accord, par la nature. On parle pas d'extermination quand c'est nature, on parle d'extinction. Extinction. Mais si vous avez des parasites, d'accord, si vous avez des parasites, les gens qui travaillent auront toujours du travail. Donc, le fait qu'il y ait des parasites, ça fait qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler plus pour s'en sortir, puisque en plus de se nourrir eux-mêmes, ils doivent nourrir plein d'autres personnes. Et du coup, ça les challenge. Ça fait que la vie elle reste suffisamment dure pour qu'ils périclitent pas, pour qu'ils deviennent pas des espèces de bourgeois oisifs, incapables de rien faire. Et en les challengeant, ça permet qu'il n'y ait pas de désévolution. Et donc, en fait, le parasitisme au sein d'une espèce peut avoir une fonction de cristallisation de l'importance du travail dans cette espèce, même quand les circonstances changent. Plus la société sera prospère, plus vous allez avoir de parasites, et donc vous maintenez un niveau de difficulté au moins sur une partie de la population. Et le fait que les parasites se multiplient plus vite que les gens qui travaillent n'est pas réellement un problème en soi, parce que quand les temps changent et que la crise survint, que la société devient difficile, les parasites sont aussi les premiers à mourir. Il y a bien des travailleurs qui vont se sacrifier, etc. Mais même, vous voyez, quand on dit on a envoyé nos soldats les plus braves au front et ça diminue notre ADN, c'est pas si simple encore une fois, parce que peut-être qu'on a envoyé beaucoup de parasites au front aussi. Donc voilà, tout ça n'est pas évident. En tout cas, quand il y a des crises, les parasites meurent beaucoup plus vite que les gens solides qui ont misé sur le travail. C'est-à-dire que si vous construisez votre vie, vos avantages, l'obtention de vos ressources avec des techniques de parasitisme de la société, le jour où cette société se casse la gueule, vous vous casserez la gueule aussi. Vous ne saurez rien faire, vous n'aurez jamais rien fait de votre vie, vous serez dans la merde. Si vous, au contraire, vous êtes fait exploiter comme une merde et que vous avez eu une vie difficile,
eh ben, le jour où la société se casse la gueule, vous serez capable de produire votre bouffe, de vous démerder, de bricoler, et c'est les autres qui seront dans la merde. Vous voyez un peu l'idée. Donc quelque part, le fait que la quantité de parasites s'accumule n'est pas un facteur inquiétant pour l'espèce parce que tôt ou tard il y a de la régulation et puis les parasites se multiplient plus vite mais ils disparaissent plus vite aussi. Et les forts après ils se remultiplient et ils reforment une nouvelle couche de parasites, etc. D'ailleurs il y a même un tas d'expériences qui montrent que quel que soit l'ADN, les types d'animaux qu'on prend, il y en a toujours plus ou moins certains qui jouent les parasites et certains qui jouent les forts, donc c'est peut-être même pas du tout génétique. Mais après, on peut pas exclure le paramètre génétique. S'il y a des gens, bah, ils se multiplient contre parasites dans des endroits isolés, euh, il y a moins de brassage, ça peut créer deux castes, je sais pas. En tout cas, voilà, donc il peut y avoir cette fonction, et puis l'autre fonction aussi, qui est beaucoup plus dur à entendre, c'est que bah, si vous avez dans la nature un mec qui bosse pour 10 qui profitent de la vie et qui ne glande rien et que ça semble injuste, quand la société se casse la gueule, s'il y a une famine, le mec qui se bosse, il se retrouve avec 10 mecs qui peut potentiellement manger, c'est de la réserve de bouffe en fait. Alors ce que je dis semble ignoble, hein, parce que vous avez l'estomac plein, mais en cas de famine, vous penserez peut-être pas comme ça. D'ailleurs, quels que soient les pays dans le monde, des plus civilisés aux plus sauvages, les cas de cannibalisme en cas de famine sont présents partout. Et même les études préhistoriques, etc., révèlent que le cannibalisme était beaucoup pratiqué. Et même quand on regarde dans les autres espèces animales, ou c'est les insectes, on a toujours du cannibalisme, quoi. Donc, non négligeable. Voilà pourquoi cette injustice, les gens qui bossent, qui galèrent, et d'autres qui parasitent et qui profitent. Donc, ne vous offusquez pas de l'existence de ces parasites, puisqu'en fait, ils sont là pour vous challenger et potentiellement pour mourir et vous servir de viande quand ça tournera mal. Donc, voilà. Et sinon, bah, je sais pas quoi dire d'autre. Maintenant, je vais vous parler de toutes ces compétences un peu qu'on a dû développer pour se battre un peu entre parasites pour les ressources, et notamment ce qui touche à l'ego, à la réputation, des choses comme ça, mais pas dans un sens constructif, mais plutôt dans un sens destructif. Par exemple, si vous avez tort sur quelque chose, eh ben, ça peut être très difficile pour vous de le dire en public. Donc vous allez faire en sorte d'avoir l'air d'avoir raison, quitte à polluer le système et à faire n'importe quoi. C'est un exemple de base. Si aussi vous avez tort, mais sans que ce soit en lien avec personne, si votre méthode, votre approche pour essayer de construire votre vie n'est pas la bonne, ou en tout cas n'est pas celle qui vous donne ce que vous aimeriez avoir, euh, en fait, ça peut être le fait de vous remettre en question pour changer de méthode et trouver la vie moins injuste. Ça peut être une démarche humiliante pour vous qui va descendre votre fierté, votre ego considérablement. Et du coup, vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que vous vous rendez bien compte que dans un monde de parasites, si votre fierté descend, vous vous ferez encore plus exploiter, encore plus chier dessus, encore plus bousiller par les autres qui sont autour, qui n'attendent que ça. Vous êtes obligé de maintenir un ego élevé, solide, pour ne pas être dévoré par les gens qui vous entourent. Et ça, c'est un énorme handicap. Alors d'un côté, c'est indispensable parce que sinon vous faites dévorer par les gens qui vous entourent en étant trop gentil, etc. Et d'un autre côté, c'est un gros handicap parce que du coup, quand vous vous trompez, vous pouvez pas changer de direction. Vous pouvez pas faire des choses bonnes aussi des fois qui vous permettraient de fédérer un groupe autour de vous pour aller de l'avant avec eux. Vous pouvez pas. C'est très handicapant. Et c'est pour ça que souvent, dans les systèmes décisionnaires ou dans des situations critiques où normalement on devrait prendre les décisions les plus vertueuses, les plus intelligentes, et ben des décisions stupides sont prises, des gens font n'importe quoi, même en ayant les compétences pour décider correctement, parce qu'ils doivent protéger leur ego dans leur dynamique sociale qui est malsaine.
Par exemple, dans un bureau où il y a une dynamique sociale malsaine, vous essayez de survivre avec vos collègues, vous avez un chef qui est dur, vos collègues peuvent vous balancer pour avoir une caresse du chef en espérant qu'ils souffriront un peu moins. Parce qu'il faut qu'ils protègent leur ego, etc. Quitte à avoir une attitude qui est irrationnelle par rapport à ce qu'il faudrait faire pour mieux s'en sortir, à savoir d'être plus solidaire face à ce chef. Enfin bref, vous avez ce côté mesquin aussi. Si quelqu'un d'autre fait quelque chose de les complexer, vous allez vouloir faire la même chose parce que vous devez pouvoir prouver que votre ego est au moins au même niveau que cette autre personne. Il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui sont en nous, qui sont là pour nous aider à nous battre en tant que parasites contre d'autres parasites et qui détruisent, diminuent nos capacités intellectuelles. Et c'est très dur de les surmonter, à moins de se débarrasser de son ego. C'est des choses que j'ai déjà essayé de faire, mais qui ont de gros handicaps à côté, parce que du coup, on se fait enculer par tout le monde et on n'a plus de courage pour rien faire. Donc gardez bien ça en tête, que des fois, vous vous prenez la tête tout seul, vous remettez tout en question, vous gueulez sur tout, vous criez à l'injustice, alors qu'en fait vous avez tort, et vous essayez juste de sauver votre ego pour ne pas vous faire enculer encore plus fort. Et l'idéal, ça peut être dans ces cas-là de s'isoler, de ne pas laisser reparaître ce qu'on ressent vraiment et d'essayer d'avoir une réflexion approfondie, loin des codes, loin des choses qui nous perturbent et qui pompent nos émotions en nous humiliant, nous remettant, nous reconfrontant tout le temps à un jugement de nous-mêmes dans le but de nous asservir ou de nous détruire par simple plaisir sadique, par exemple, ou autre. L'amour, ça c'est un thème qui est compliqué. Donc le titre, l'absurdité de l'amour, je vais m'en prendre plein la gueule. Déjà parce que l'amour, c'est considéré comme la vertu ultime, qui est la mère de toutes les vertus. Et ensuite parce qu'il y a toute une hype artistique autour de l'amour, les chansons, les films, plein de trucs qu'on nous a mis dans la tête, etc. C'est une valeur importante, moralement, pour être bon. Effectivement, si tout le monde aimait tout le monde, les choses se passeraient très bien. Mais le problème, c'est que de façon instinctive, la façon dont on donne notre amour n'est pas du tout rationnelle et très absurde. Et c'est la cause d'un grand nombre d'injustices. Alors moi, je parle pas de l'amour, l'amitié, quoi, l'amour à la Spinoza, mais vraiment l'amour qui est plus pulsionnel, quoi, qui on va aimer, qui on va pas aimer. Déjà, regardez, souvent, les gens disent que les femmes préfèrent sortir avec des connards. Y a un tas de mecs qui sont très bien, qui sont très bien, ouais, qui feraient plein de choses pour leurs copines, etc. Et souvent, les filles, elles se retrouvent avec des frimeurs, des abrutis, euh, des gens qui les maltraitent. Puis après, elles sont déçues, et ensuite, elles détestent les autres mecs qui n'ont rien fait et qui sont pas pareils, considérant que tous les hommes sont des connards, alors qu'en fait, c'est elles qui sortent qu'avec des connards. Ça, c'est le premier exemple. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et surtout, est-ce que ça concerne que les femmes? Bien sûr que non, ça concerne pas du tout que les femmes. C'est la même chose pour les hommes. Et c'est lié au fait qu'on donne notre amour n'importe comment et pas pour des bonnes raisons. La première chose, déjà, c'est qu'il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose d'égoïste, en réalité. Euh, ce- 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 euh, L'amour en lui-même n'est pas égoïste, mais sa naissance naît de quelque chose d'égoïste. C'est-à-dire, on va aimer ce qui représente quelque chose dont on a besoin, qu'on veut, en fait, pour nous. Et ça engendre le fait que l'amour n'est pas distribué d'une façon juste, et que même il peut disparaître sur de simples choses, simples changements de circonstances. Ça génère aussi un certain nombre, il y a aussi un certain nombre de fausses croyances qui accompagnent la naissance de l'amour. Par exemple, vous pensez que quelqu'un qui est passionné par un sujet, si vous allez venir vers lui avec quelque chose que vous allez lui apprendre sur ce sujet, il va vous aimer davantage, parce que vous allez lui donner quelque chose qui le passionne. C'est pas forcément le cas. La personne peut être vexée, peut vous en vouloir, même donner de l'argent à quelqu'un de plus pauvre que vous, la personne peut vous détester pour ça, elle peut vivre ça comme une humiliation. Bref, donner aux gens quelque chose ne va pas permettre d'avoir leur amour. Pas à tous les coups, ça peut arriver des fois, mais les choses sont beaucoup plus complexes. L'amour n'est pas distribué de façon juste. Si moi, je donne à quelqu'un quelque chose qu'il a besoin, il va être reconnaissant envers moi,
mais il aura plus besoin de moi une fois qu'il aura cette chose. Et il se retrouvera avec ce sentiment embarrassant de m'être redevable. Dans ces conditions, l'amour ne sera pas là, puisqu'il n'a plus besoin de moi, donc il ne va pas m'aimer. Voilà. Par contre, s'il a l'espoir qu'un jour je lui donnerai quelque chose qui l'intéresse, là il va m'aimer en espérant qu'il y aura un retour dessus. Parce qu'en fait, c'est un investissement cet amour. Euh, à ce sujet d'ailleurs, on remarque que les gens qui témoignent le plus de reconnaissance sont ceux qui ont le moins de réciprocité. C'est-à-dire si vous offrez quelque chose à quelqu'un et qui vous dit oh merci, merci, c'est trop sympa, merci, c'est trop sympa, merci, c'est que derrière il ne considérait pas ça normal et qu'il ne fera jamais la même chose pour vous. Inversement, vous achetez quelque chose à quelqu'un, il le prend. Bon, soit effectivement c'est un abruti qui croit que tout lui est dû, soit il considère que ce que vous avez fait c'est normal dans le cadre de votre relation et il fera la même chose pour vous sans attendre le moindre remerciement de votre part. On voit aussi cette absurdité de l'amour dans les relations qu'ont les gens avec leurs stars, par exemple. Il y a plein de gens qui vont être amoureux de leurs stars préférées, ou même d'hommes politiques, etc. C'est une relation qui n'a pas de réciprocité, c'est-à-dire que bah, la star de leur côté, ils connaissent même pas ces gens, donc ils peuvent pas les aimer. Et donc cet amour est absurde. Même il peut sembler injuste, mais dans le mauvais, dans l'autre sens, dans le mauvais, dans le sens opposé. Je sais pas s'il y a un mauvais sens, un bon sens, mais dans le sens opposé. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes gentil ou que vous donnez que vous allez recevoir de l'amour. C'est pour d'autres raisons tout à fait absurdes qui sont liées aux croyances des gens, à leurs besoins et à ce que vous représentez pour eux. Et c'est pour ça que bah, souvent l'amour n'est pas réciproque, souvent on ne vous donne pas l'amour que vous pensez mériter. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont aimer des gens et ces gens en fait ne méritent pas cet amour et ne feront rien pour le mériter car ils l'ont reçu comme ça du fait des circonstances. Et voilà, nous arrivons vers la fin de cette vidéo, dans cette dernière partie. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce qu'on a vu, de tous ces mécanismes, ces imperfections de la société, de l'homme, de la nature? Pas qu'on ne peut pas dire que la nature soit pas parfaite, mais qu'elle ne va pas dans le sens où on aimerait qu'elle aille. Eh ben moi, ce que j'en déduis, c'est que la nature ne nous aime pas. C'est-à-dire que, en fait, la nature, elle en a rien à foutre, qu'on soit heureux ou malheureux, qu'on souffre ou qu'on ait du plaisir. Tout ça, ce sont juste des outils de la nature, que la nature nous a dotés pour atteindre notre objectif, nous multiplier, être plus fort, etc. Par exemple, la libido des hommes, qui peut les pousser à être violents envers les femmes. Pour la nature, le fait qu'on soit dans cette espèce d'horreur, c'est pas un problème. C'est le résultat qui compte. Inversement, le fait que les femmes aient moins de libido que les hommes et donc du coup que les hommes soient frustrés, bah, la nature s'en fout. Le fait qu'il y ait toujours des parasites et des gens qui bossent et que du coup il y ait des gens qui souffrent pour évoluer, la nature s'en fout. En fait, on n'est pas fait pour être heureux ou pour réussir selon nos propres critères. En fait, la nature ne nous aime pas. Et toutes les choses que l'on possède pour essayer d'approcher, de comprendre, sont jamais parfaites, c'est toujours subjectif et dans l'espoir d'avoir une condition un peu moins pire que celle que la nature nous réserve. Avec des grands succès, hein, on vit dans un état civilisé où personne ne viole personne, a priori, à part quelques cas exceptionnels, où les parasites, bah, ils crèvent pas les gens qui travaillent, ou un tas de trucs comme ça, quoi, vous voyez. Mais c'est jamais parfait, quoi. Et si vous êtes à la recherche de la puissance, de la vérité, que vous voulez arrêter d'être frustré, que vous voulez vous rapprocher de la réalité, la seule moyen vraiment vertueux de le faire, pour vous en sortir, pour vous extraire de cette idée de ce qui est la justice alors qu'elle n'existe pas, eh ben, c'est d'accepter la confrontation et la souffrance. C'est-à-dire que au lieu de pleurer ou de considérer que ce qui vous arrive n'est pas juste, eh ben, il faut essayer de forcer, il faut essayer d'affronter les choses, il faut essayer de confronter ses croyances. Si vous pensez une chose, vérifiez-la. Pas en cherchant sur Internet, mais en testant vous-même par des actes, par des stratégies, quitte à essuyer des défaites. Et seulement comme ça, vous pourrez valider vos croyances ou non, et puis tester des nouveaux trucs, et vous pouvez faire des découvertes comme ça. Seule la confrontation vous permet de sortir de l'immaturité, en fait.
La seule voie pour ne plus voir le monde comme quelque chose de juste ou d'injuste, de ce qui devrait être ou de ne pas être, c'est d'accepter le monde tel qu'il est, avec sa part d'horreur et d'intérêt, et de vous y confronter, de tenter des choses dedans, et d'être prêt à vous remettre en question sur tous vos échecs et sur toutes les choses qui vous arrivent, et à chercher de nouvelles voies, quitte à outrepasser vos valeurs, votre conditionnement, un certain nombre de choses.